pour démarrer cette conférence autour du crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Merci Ophélie, bonjour à toutes et à tous. Oui, bien sûr, un événement autour du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation qui sont, rappelons-le, des dispositifs de financement de l'innovation qui sont hautement indispensables à la fois pour la compétitivité des entreprises françaises et des enjeux de développement. C'est un dispositif fiscal qui permet de soutenir les risques qui sont pris par les entreprises dans le cadre de leur investissement. Et il convient de rappeler qu'à ce jour, nous sommes quasiment un an après la signature de la charte qui a été mise en place, que nous avions signée au sein de la DGFiP de Montpellier, de l'Hérault. Et il convient de rappeler que nous traversons une période difficile d'un point de vue économique, je pense que ça n'aura échappé à personne, et qui a démontré que la perception du crédit impôt recherche a été un sujet crucial pour les PME au niveau de la gestion de la trésorerie. Il faudra d'ailleurs saluer la vitesse à laquelle les services fiscaux ont pu rembourser un certain nombre de crédits d'impôt cette année, et puis que cet échange sera surtout l'occasion de faire un bilan sur finalement les évolutions de la doctrine, les évolutions de la loi. Alors pour ce faire, juste, je vais rappeler que cette conférence se fera avec différents intervenants et que l'idée, c'est de faire émerger sans doute aussi des bonnes pratiques pour optimiser la demande de crédit impôt recherche ou de crédit impôt innovation et d'optimiser leur relation avec l'administration dans le cadre de la loi ESSOC, dont la charte est finalement une sorte d'émanation. Donc, je tiens à remercier d'abord les partenaires qui, tous les ans, font le rappel de ces dispositifs, même s'ils évoluent régulièrement. D'abord, le BIC de Montpellier, InnovoSud Béziers, bien sûr, l'association Leader, le MEDEF et la CPME qui sont partenaires de la manifestation, mais une manifestation qui ne pourrait avoir lieu sans leurs intervenants les plus éminents, que je vais me faire le plaisir de présenter. D'abord, remercier Ophélie Labourie-Barthez et Nathalie Durap pour le cabinet Myriagone Conseil, qui vont donc assurer l'animation du webinaire. Sylvie Robert de la D2RT, qui n'est pas sur le plateau avec vous, mais qui est bien dans la visio, que nous avons vu déjà tout à l'heure. Et je salue également Caroline Pilin et Madame Bernadette Rabiot pour la DDFiP 34, hein, donc, enfin pour la DGFiP. Et je crois que Monsieur Bernat, Philippe Bernat, qui représente le médiateur des entreprises pour la Directe, est également parmi nous. Donc, merci à l'ensemble de ces intervenants pour animer ce webinaire. Je rappelle que ce webinaire est donc un webinaire live aujourd'hui, mais qu'il sera consultable en replay sur le site de la CCI de l'Hérault. Et j'en profite pour vous annoncer d'ores et déjà, dans des sujets qui sont chers à la CCI de l'Hérault, le prochain rendez-vous du financement qui aura lieu le 23 mars prochain. C'est une émission TV, là aussi, inscription sur le site de la CCI de l'Hérault. Voilà, j'en ai trop dit, j'ai trop parlé. Vous n'êtes pas là pour m'écouter, mais pour écouter les intervenantes. Je ne pourrai malheureusement pas rester jusqu'à terme de la présentation, mais je vous souhaite un excellent webinaire à toutes et à tous. C'est à vous. Merci Samuel. Donc nous allons démarrer cette heure d'échange avec Sylvie Robert. Est-ce que Sylvie? Oui. Voilà, donc on va passer le diaporama. Alors bonjour à tous, en attendant l'affichage du diaporama. Donc je représente la DRARI qui en fait succède depuis le 1er janvier à la D2RT, que vous connaissiez peut-être. Donc DRARI qui est la Direction régionale académique à la recherche et à l'innovation. Je vais vous présenter, vous faire quelques rappels en fait sur le crédit impôt recherche, mais je vais être très bref pour pouvoir vraiment axer la présentation sur plus le bilan et les perspectives à partir de cette année. Donc, un bref rappel sur la différence entre l'innovation et la recherche et développement. Donc, l'innovation qui représente donc un ensemble de démarches qui mènent à l'élaboration de produits, procédés et services nouveaux ou améliorés. Donc, ça, c'est la définition. Et en fait, à l'intérieur de ce processus d'innovation, en fait, seul sera pris en compte dans le cadre du crédit impôt recherche la partie, les étapes qui concernent vraiment les recherches et développement. Le reste étant pris en compte dans le cadre du crédit impôt innovation.
Donc, les objectifs du CIR, bon, ça, finalement, monsieur Hervé en a parlé, donc peut-être que je vais passer vite dessus, en fait. C'est vraiment pour aider les entreprises à développer en fait leur capacité en recherche et développement afin d'améliorer leur compétitivité à terme. Et en fait, sans ça, c'est aussi favoriser la recherche fondamentale. Donc là, c'est plutôt par l'intermédiaire de contrats de collaboration, mais aussi la recherche appliquée et le développement expérimental. Je vous ai brièvement remis en fait tout ce qui pouvait constituer l'assiette des dépenses, tout ce qui concernait les dépenses éligibles. Mais en fait, c'est vraiment un bref rappel. Je pense que si vous êtes intéressé, il faudra vous reporter directement au BOFIP, ça sera peut-être plus simple. Donc, globalement, en fait, sont pris en charge les amortissements, le personnel, les frais de fonctionnement, une partie des dépenses externalisées, les frais de dépôt de brevets et de normalisation, les dépenses de veille technologique, dont en sont exclus les prestations de conseil, et puis il faut aussi déduire les subventions sur l'assiette éligible. Voilà. Concrètement, puisque là, finalement, c'est quand même un dispositif qui concerne les services fiscaux, donc quel est le rôle de la DRARI et par là même du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le processus du contrôle. Donc, concrètement, l'administration nous transmet le dossier justificatif dans le cas de contrôle. Nous mandatons un expert scientifique à partir de là, soit qui doit nous remettre un rapport. Selon les cas, dans le premier cas, donc si le rapport est positif, il sera transmis directement à l'administration fiscale avec copie pour information à l'entreprise. En revanche, si le rapport est négatif, ça c'est la diapo suivante, là, en fait, le rapport est transmis à l'entreprise. S'ensuit un certain nombre de va-et-vient. En fait, on peut demander des informations complémentaires, éventuellement une rencontre. Donc, il y a, comme je le disais, un certain nombre de va-et-vient entre la DRARI, l'expert et l'entreprise. Et on aboutit finalement à l'expert qui rend un rapport final qui sera transmis, comme dans le cas précédent, à l'entreprise et à l'administration fiscale. Donc, c'est l'administration. Cet avis, en fait, il est uniquement sur les aspects scientifiques et techniques et sur l'évaluation de la part du personnel scientifique et technique dans l'exécution des travaux. Le rapport, c'est l'administration fiscale, en fait, après, qui est compétente pour la validation des dépenses qui sont déclarées. Voilà, pour vous resituer. L'entreprise a la possibilité, en fait, pour sécuriser sa demande, en fait, et ses activités de recherche et développement, de demander un rescrit, donc qui consiste en une demande d'avis préalable à l'administration sur l'éligibilité de ses travaux. Deux possibilités, soit une demande de rescrit direct qui passe par les services fiscaux qui ensuite sollicitent la DRARI. C'est le cas le plus fréquent, en fait. Mais il est aussi possible de solliciter directement la DRARI. De toute façon, l'avis sera bien évidemment transmis aux services fiscaux. Donc, la seule nouveauté, en fait, à partir de 2001, c'est que l'ANR, qui avant pouvait expertiser les dossiers, n'est plus compétente, en fait, n'est plus sollicitée plutôt pour les expertiser. Donc, c'est la DRARI uniquement qui va expertiser le caractère scientifique et technique des travaux. Autre possibilité qui est finalement dérivée, liée en fait au crédit impôt recherche, c'est le statut de jeune entreprise innovante. C'est une disposition que vous connaissez peut-être. Les conditions là n'ont pas changé, elles sont toujours les mêmes. Donc, je les rappelle très brièvement. Être une PME de moins de 8 ans, réellement nouvelle.
et exposer au moins 15% de ses charges au titre de la recherche et développement. Pour sécuriser son statut, il est aussi possible, comme dans le cas du crédit impôt recherche, de demander un rescrit. C'est la diapo suivante. Merci. Donc la demande se fait comme précédemment auprès du service des impôts des entreprises. La DRARI est sollicitée comme précédemment pour expertiser le caractère scientifique et technique des projets. La particularité par rapport au CIR, c'est que en fait, l'entreprise peut faire évaluer la totalité de ses actions de recherche et développement dans un seul dossier. Donc, il n'est pas utile en fait de faire et souvent, ça arrive que ce soit le cas. En fait, c'est pas utile de faire à la fois une demande de rescrit et de CIR quand on fait une demande de GEI. Pardon, de GEI. Voilà. Concernant le bilan de l'année 2020, alors, je ne vous apprends rien, je suppose que ça va être la majorité des cas. En fait, l'incidence, elle est surtout liée à la crise du Covid, bien sûr. En termes de nombre de dossiers, ça a eu assez peu d'incidence en fait sur la quantité de dossiers, peut-être une légère baisse pour l'Occitanie-Est, puisqu'en fait, on a fait les statistiques pour l'Occitanie entière. Par contre, là où il y a eu beaucoup plus de conséquences, c'était dans les délais de traitement, donc, qui ont été allongés à cause des conditions de télétravail, surtout pendant la première période, parce qu'il fallait scaler, donc à tous les niveaux, ça a été un peu allongé. Bon, pour être tout à fait franche, au niveau de la DRARI, on a aussi eu des conditions assez difficiles dans la deuxième période, puisque nous étions basés à la préfecture et que nous avons été éjectés. Donc, à partir du mois de novembre, ça a été assez difficile de jongler entre les cartons et les dossiers. Heureusement que l'expérience acquise pendant la première phase de télétravail, pendant le premier confinement, nous a été plutôt bénéfique de ce point de vue-là. Un autre aspect vraiment important qui a vraiment eu pas mal d'incidence sur le traitement des dossiers, ça a été la difficulté de trouver des experts qui étaient disponibles, en fait. Parce que là, c'était vraiment... On a beaucoup d'experts qui se sont désistés à cause des conditions, qui étaient sollicités aussi pour, justement, dans le cadre de la lutte anti-Covid sur d'autres actions, et ça a été vraiment très délicat. Pour ce qui est des évolutions à venir, en fait, j'ai surtout identifié des modifications qui vont concerner les charges externes, ce qu'on peut appeler éventuellement la sous-traitance. Le premier aspect, c'est ce qui, jusqu'à présent, concernait le doublement des factures de sous-traitance de R&D. Dans le cas de sous-traitance qui étaient exécutés par des organismes publics. Cette disposition sera abrogée à partir du 1er janvier 2022. Donc, ça va forcément avoir des conséquences importantes sur l'assiette du crédit impôt recherche. Le deuxième aspect, toujours pour la sous-traitance, c'est que jusqu'à présent, en fait, on demandait... le calcul, l'appréciation était faite sur la base de factures, de ce qu'on appelait factures de sous-traitance d'opérations de R&D nettement individualisées. Et pour le moment, en fait, on sait qu'il y a des contestations, il y a des discussions qui sont en cours. Donc, en l'état de la doctrine fiscale, nous, on considère qu'il n'y a pas de changement, enfin, on nous dit qu'il n'y a pas de changement. Donc, on attend en fait que les choses se précisent. Le sujet est en cours d'examen et voilà, je pense que ça va se préciser dans les mois au moins à venir. Voilà. Ça a été forcément très bref puisque je n'ai pas pu vous expliquer en long en large les dispositifs. Donc là, je vous mets en fait les liens possibles pour récupérer les dossiers et avoir des précisions sur les dispositifs. Voilà, je vous remercie.
Merci Sylvie. Nous avons déjà des petites questions. J'en ai sélectionné une pour le début, puis je garde les autres pour la fin de cet échange. Si vous avez un ou deux conseils à nous donner, quels seraient-ils concernant la prise en compte justement des travaux de sous-traitance? Alors, je dirais en fait, mais ça c'est valable à la fois pour la sous-traitance et pour le reste, je pense. En fait, la première des choses, c'est d'anticiper. Je pense qu'en fait, c'est toujours plus difficile de rassembler, de collecter en fait les nombres de pièces qui sont indispensables au dossier justificatif a posteriori. Je pense que c'est quand même toujours beaucoup plus facile, c'est un peu du bon sens aussi, de le faire au fil de l'eau. C'est forcément fastidieux, c'est sûr, mais je pense que c'est beaucoup moins fastidieux d'anticiper et de mettre de côté, en fait, par exemple, ces contrats, ces factures, au fur et à mesure qu'ils arrivent, c'est plus simple. Autre chose aussi, c'est de vraiment prévoir, anticiper ces contrats, les contrats qui sont émis dans le cadre de sous-traitance, prévoir les bonnes annexes techniques, prévoir des factures et surtout pas des devis. Et aussi, ce qui est important, et qui entérine en fait les travaux qui ont été faits, ce qui est très, très important, ce sont les livrables. Et donc, il faut bien faire attention à récupérer les livrables définitifs auprès du sous-traitant. Parce que des fois, on laisse passer un peu les choses, on oublie de demander, on sait qu'on a la version antérieure. Et puis, voilà, ça peut faire partie des éléments importants. Merci, parfait, merci beaucoup. Nous allons maintenant nous attacher à faire un petit bilan et puis un petit point sur tout le volet plutôt administratif justement de ce dispositif avec Madame Rabiot et Madame Pila. Alors, on vous écoute. D'accord. Alors, je vais juste introduire le sujet, puis je laisserai la parole à Caroline Pilin, qui est vraiment la grande spécialiste et puis qui a suivi tous les travaux liés à l'élaboration de cette charte et puis qui l'a amenée jusqu'à la signature. Donc, elle en parlera bien mieux que moi. L'objectif de cette charte, il était vraiment de fluidifier, de faciliter les échanges entre l'administration et les entreprises pour bien se caler et être en situation de prendre des décisions rapides. Je pense qu'elle a été signée juste avant le premier confinement. On n'avait certainement pas anticipé à l'époque qu'on allait rentrer dans cette période qui a été quand même une source de grande fragilité pour les entreprises. La DGFiP s'est vraiment mobilisée pour rembourser dans des délais les plus rapides possibles. Chaque fois que c'était possible, on a remboursé vraiment très, très vite, tout en maintenant quand même un peu de contrôle parce qu'il s'agit d'emploi d'argent public et qu'on a la responsabilité, on est là pour ça aussi, pour sécuriser l'emploi des fonds publics. Mais je pense qu'à la lumière de ce premier bilan, on peut tirer un bilan plutôt positif. Globalement, des dossiers qui étaient de meilleure qualité, ça nous a facilité le travail, parce que la première condition pour avoir un remboursement rapide de son crédit d'impôt recherche, c'est d'avoir des dossiers bien montés, bien complets dès le dépôt de la demande. Je vais laisser la parole à Caroline qui en parlera peut-être plus en détail. Merci. Bonjour. Oui, effectivement, on peut tirer un bilan plutôt positif de la signature de cette charte, dans la mesure où, effectivement, on peut constater une présentation plus améliorée des dossiers et surtout des dossiers plus complets. Voilà. Donc ça, évidemment, cette amélioration, elle entraîne par conséquent un traitement beaucoup plus rapide des dossiers, puisqu'elle évite des échanges parfois nombreux avec l'administration, de façon à obtenir toute une exhaustivité des informations qui nous sont indispensables pour pouvoir instruire les dossiers. Alors moi, je vais faire aussi un petit bilan de l'année 2020 concernant l'aspect plus quantitatif des dossiers. Donc, sachez qu'au niveau de la DDFiP, donc la direction du département de l'Hérault, n'employons pas de terme. Au niveau du département de l'Hérault, la direction a reçu 659 demandes, donc quand même un nombre plus important.
Donc, 659 demandes déposées au titre donc, en 2020. Parfois, ces demandes peuvent concerner des années antérieures à l'année 2019, dans la mesure où vous savez que pour les entreprises qui ne sont pas PME, celles-ci doivent attendre un délai de 3 ans avant de pouvoir demander leur restitution. Donc, quand je dis 659 demandes, évidemment, ça regroupe aussi les demandes issues d'entreprises non PME et qui vont donc demander la restitution de leur CIR des années antérieures. Nous avons remboursé un total de 72 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation, sans qu'on puisse vraiment faire le distinguo, puisque, comme vous le savez, ces deux types de dépenses sont à déclarer sur la même déclaration. Et ceci dans un délai moyen d'instruction de 3 mois. Alors, pourquoi 3 mois? Ça s'explique quand même, vous allez me dire, bon, c'est un remboursement rapide dans le cadre de la période Covid. Le délai de 3 mois, bon, alors évidemment, dans ce délai de 3 mois, je ne peux pas faire de distinction parmi les dossiers, mais sachez qu'il y a des dossiers qui peuvent être instruits très rapidement parce qu'ils sont immédiatement complets. Alors ça, c'est vrai que je ne suis pas là pour inciter les entreprises à forcément faire appel à des prestataires, mais c'est vrai que lorsque un prestataire est présent, le dossier est mieux constitué, parce que bon, il y a une méthode de travail, etc. Donc, parmi ces dossiers, donc des dossiers très bien présentés qui sont instruits rapidement, et malheureusement des dossiers qui vont être beaucoup plus incomplets et qui vont nécessiter parfois vraiment de très nombreux échanges entre l'administration et l'entreprise pour pouvoir arriver à avoir enfin des explications sur ce qu'elle veut nous présenter comme dépenses, les justificatifs, etc. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, voilà, ce délai de 3 mois. Ensuite, donc, moi, je rappelle aussi aux entreprises que leur demande passe obligatoirement par le service des impôts des entreprises gérant leur dossier, qu'elles ne nous envoient pas directement leur demande, puisque certaines le font, non. Il y a un enregistrement qui est fait dans le service de gestion, et c'est ensuite le service de gestion qui va soit traiter les réclamations, les demandes de restitution, soit en envoyer certaines vers les services de direction des DEFIP de l'Hérault, suivant un certain nombre de critères. Voilà. Donc, le délai de moyen de 3 mois, il faut demander le dossier. Les entreprises ont 30 jours pour nous produire les pièces. Donc, vous voyez, ça fait déjà un délai de plus d'1 mois, largement. Et ensuite, quelques échanges avec l'administration qui fait que ce délai va pouvoir donc s'accroître en fonction de la complétude ou non du dossier. Voilà, pour l'instant, c'est le bilan que j'ai pu tirer pour l'année 2020. J'espère que ce bilan sera reproduit au titre de l'année 2021, puisque je pense qu'il y a eu quand même une certaine satisfaction au niveau des entreprises dans le délai qui a été celui du remboursement en 2020. Merci. Peut-être que pour éclairer un peu les entreprises, vous pouvez nous donner justement vis-à-vis des contrôles ou des dossiers qui ont tardé, est-ce que vous pouvez nous donner 2 points de vigilance, 1 ou 2 peut-être, ou même 3 points de vigilance que les entreprises doivent avoir pour justement bien traiter leurs dossiers et au regard des contentieux qui sont actuels, sur quoi vous voulez attirer l'attention? Tout à fait. Donc, évidemment, certains dossiers vont générer un contentieux parce que l'administration va être en désaccord avec la nature des dépenses qui ont été inscrites sur les déclarations. Et nous avons constaté cette année deux points techniques qui, effectivement, posent problème.
et qui a, comment dire, engendré pour l'entreprise la nécessité donc de faire appel, d'intenter une action devant les tribunaux pour essayer d'avoir gain de cause. Mais je pense que la position de l'administration est certainement la bonne. Donc, ces 2 points d'attention, ce sont d'une part au niveau des amortissements des prototypes. Alors, l'amortissement des prototypes est parfaitement prévu par la législation. Le législateur a prévu que 6 types de dépenses entraient dans la dépense totale qui allait constituer la dépense du prototype, et que parmi ces dépenses figurent les dépenses de personnel, qui sont notamment consacrées à la conception du prototype. Seulement, nous avons pu constater que dans un certain nombre de dossiers, les entreprises faisaient figurer les dépenses de personnel au niveau de la conception du prototype, ce qui est admis, mais également le reportaient dans leurs dépenses de personnel autres, celles qui figurent à la ligne, et faisant en quelque sorte double emploi sur la déclaration de crédit impôt recherche. Donc, le principe de base, c'est qu'aucune dépense ne peut donner lieu à 2 fois le crédit impôt recherche. Ça, c'est le principe absolu sur lequel nous prêtons une attention toute particulière, puisque le crédit impôt recherche, c'est un montant conséquent de dépenses publiques. Et comme l'a rappelé Madame Rabiot, nous sommes aussi là pour aider les entreprises, mais aussi pour sécuriser la dépense publique. Alors, concernant les dépenses de personnel, j'attire aussi l'attention des entreprises concernant les salariés qui n'ont pas de qualification scientifique et qui sont présentés comme faisant des travaux de R&D. Donc là, on a quand même quelques difficultés avec les entreprises pour essayer d'avoir des éléments qui permettent à ces entreprises de vraiment pouvoir justifier que certains salariés, alors donc j'ai en tête des salariés type directeur marketing, directeur des achats, voire directeur général, qui vont inscrire une partie de leur rémunération en dépenses de personnel R&D. Il se peut effectivement que ce type de salarié fasse des travaux de recherche. Cependant, il faut que les justificatifs qui nous soient produits permettent véritablement de s'assurer que des travaux de recherche ont été entrepris par ces salariés. Les exemples, concrètement sur ces points-là, par exemple, quelles sont les preuves que vous attendez pour bien démontrer, qui vous permettent, voilà, si vous devez donner un conseil aux entreprises là-dessus, c'est par exemple des fiches de poste, un suivi de temps, enfin voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être? Alors, c'est vrai que les justificatifs qui nous sont produits le plus couramment pour le personnel en général, c'est la fiche de poste, un CV actualisé naturellement, et puis le détail de l'emploi du temps consacré à la R&D et aux autres travaux au sein de l'entreprise. Cependant, ces éléments-là ne nous suffisent pas pour les salariés qui disposent, sont affectés à d'autres services que la recherche et développement, et surtout n'ont pas la qualification scientifique, n'ont pas de diplôme, parce que on peut très bien imaginer un directeur marketing, mais qui a par ailleurs un diplôme scientifique. Auquel cas, on comprend mieux la démarche et ce qui lui permet d'entrer dans des travaux de R&D, parfois au sein d'entreprises qui sont quand même sur des domaines techniques extrêmement pointus. Donc, parmi les éléments de justification, on peut avoir aussi des contrats de travail dans lesquels est prévu effectivement qu'une partie du temps sera consacrée aux travaux de recherche et développement. On peut avoir aussi des comptes rendus de réunions auxquelles ils ont participé, réunions naturellement liées aux travaux de recherche et développement. Donc, c'est tout justificatif, mais qui nous permet, nous, du bureau, de pouvoir
s'assurer que ces personnes-là ont bien réalisé des travaux de recherche et développement. Voilà. Donc ça, c'était les 2 points sur lesquels je voulais un petit peu alerter les entreprises de façon à ce qu'il n'y ait moins de contentieux. Parfait, ben, merci beaucoup. Mais justement, nous allons passer maintenant sur un volet bonne pratique avec Nathalie Duras qui va nous présenter tout un volet bonne pratique et conseils pour les entreprises. Oui, bonjour à tous. Donc on en revient avec toutes les interventions dont on a entendu tout à l'heure. Sur le volet, justement, comment anticiper et tous ces potentiels contentieux qu'on peut avoir et surtout mettre en place les bonnes pratiques pour bénéficier au mieux de ces dispositifs. On va passer au slide suivant. Non. Donc, du coup, petit souci technique. Donc voilà, donc l'objet de la présentation, c'est de présenter déjà, donc de identifier 5 bonnes pratiques de manière générale sur l'ensemble du dispositif pour bénéficier au mieux de ces dispositifs. Donc, pour commencer déjà, quels sont les risques du CIR s'il n'est pas maîtrisé? Comme vous le savez tous, donc, le crédit impôt recherche est un dispositif fiscal qui est déclaratif et donc l'administration, comme vient de le présenter mes collègues, a un pouvoir de contrôle. Donc, il existe finalement 3 types de risques pour maîtriser et éviter par une démarche structurée et sécurisante ces risques. Premier risque, donc l'abus d'éligibilité. Rappelez-vous, donc, le dispositif est basé sur un périmètre d'activité éligible qui est encadré par les textes de référence. L'abus d'éligibilité, ça va être soit volontairement, vous ne maîtrisez pas les textes et donc vous vous trompez sur l'éligibilité des projets, soit, deuxième chose, voilà, ça peut être aussi une déclaration volontaire de projet non éligible. Dans tous les cas, vous êtes exposé à un risque potentiellement de remise en cause en cas de contrôle fiscal sur ce périmètre d'éligibilité. Donc ça, c'est le premier risque. Deuxième risque, il y a le risque de plagiat. Donc ça concerne plutôt un état de l'art. Donc le plagiat, c'est quoi? Ça peut être directement la paraphrase ou la réécriture d'un passage emprunté sans mentionner la source explicite sur laquelle vous vous appuyez. Donc, le plagiat, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une faute qui peut être sanctionnée pénalement. Voilà. Et dernier risque, donc, c'est là, on peut aller jusqu'à la fraude. Donc, c'est deux types de comportements, soit des insuffisances, toujours pareil, par non-maîtrise des dispositifs ou des textes, ou voire la fraude ou l'obtention indue du versement d'une créance. Donc, ils peuvent aussi entraîner des sanctions pécuniaires, voire pénales. Donc, pour l'ensemble de ces 3 risques, la seule manière de pouvoir les maîtriser, c'est déjà, donc, première étape, première bonne pratique, c'est de maîtriser la sélection des projets. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de savoir identifier les projets qui sont éligibles au dispositif, donc que ce soit pour le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation. Pour ce faire, donc, il faut savoir positionner et caractériser ces travaux vis-à-vis de l'état de l'art ou du marché de référence. C'est très important au démarrage des travaux de réaliser un état de l'art pour la partie CIR ou un état du marché pour bien positionner votre projet par rapport aux connaissances scientifiques ou votre produit par rapport au marché. Donc, ça vous permettra, dans un sens, d'acquérir des approches théoriques et pratiques sur votre problématique dans le cadre du CIR et de pouvoir définir les incertitudes à lever. Et au regard du C2I, de qualifier avec objectivité la supériorité des performances visées par votre produit. Donc, un autre point important, c'est de pouvoir aussi mettre en place un processus de veille scientifique. Donc, une fois que vous avez établi cet état de l'art ou cet état du marché, de le mettre à jour régulièrement et chaque année. Ça, c'est très important aussi. Donc ça peut passer par exemple par l'identification et l'analyse des publications chaque année en lien avec son métier. Ça permet de vérifier le caractère nouveau et incertain des travaux. Ça va être aussi, ça peut passer par la collecte chaque année des documents publics ou sectoriels donc, qui vont prouver qu'à telle date, les produits de la concurrence qui existaient sur le marché
avez une performance et que vous allez pouvoir qualifier l'augmentation de performance de votre produit par rapport à ces outils. Et ça peut aussi passer par l'utilisation d'outils qui vont permettre de caractériser l'avancement de votre projet. À savoir l'outil TRL, qui est un outil qui est basé sur la maturité technologique d'un projet, l'avancement de la maturité technologique d'un projet. Merci. Donc, c'est un outil qui permet en fait de positionner son projet par rapport à l'avancement technologique qui est connu sur un projet innovant, donc qui est une échelle qui est utilisée à la base par la NASA pour définir différentes étapes d'avancement de son projet, de la conception de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Et c'est un outil qui peut vous servir au quotidien pour définir et situer les phases de son projet qui peut être éligible au CIR, comme pour le crédit impôt innovation. Ça vous permet donc de positionner votre projet au regard de ces étapes d'avancement, mais aussi les différentes phases à l'intérieur de votre projet qui doivent être renseignées avec précision. Alors, deuxième bonne pratique. Donc, une fois qu'on a sélectionné les projets et qu'on fait ça chaque année, on doit aussi pouvoir maîtriser la réglementation et les leviers d'optimisation en lien avec ces sujets et ce périmètre d'activité. À savoir que donc, vous allez tenir compte de la réalité technique de l'entreprise et vous allez identifier donc les dépenses qui sont associées à ce périmètre pour le traitement des dépenses. Et bien sûr, il faut vérifier chaque année qu'ils sont réalisés en accord avec la réglementation. Par exemple, pour le cas de la sous-traitance, donc l'actualité 2021 a montré donc que tous les organismes qui sont basés au Royaume-Uni à partir de 2021 ne rentreront plus dans l'assiette du crédit impôt recherche à partir de 2021 puisqu'ils sont sortis de l'espace économique européen. Donc ça, c'est un exemple concret. Ensuite, ça peut passer aussi par la mise en place d'un système de contrôle qualité qui permet de détecter les erreurs ou inexactitudes et donc d'ajuster au mieux et surtout en temps réel si vous retenez les bonnes dépenses au crédit impôt recherche. Vous pouvez aussi mettre en place un système de veille qui permet d'ajuster l'outil de calcul en fonction des évolutions et ça de manière récurrente et en temps réel. L'idée derrière, c'est vraiment de faire ce suivi et c'est de mettre en place ces outils et de réaliser au quotidien pour piloter ces tâches et en temps réel en fait. Troisième bonne pratique, donc, il faut savoir maîtriser la documentation technique. Donc, un autre point important dont mes collègues ont commencé à parler juste avant aussi, donc Sylvie et Robert sur la partie sous-traitance notamment, c'est de surtout documenter l'avancement de son projet à toutes les étapes, donc que ce soit en interne comme en prestation externe. L'important ici, c'est de pouvoir capitaliser et tracer les travaux que vous réalisez et d'apporter donc la preuve que ces travaux sont bien réalisés et planifiés selon une méthode particulière, donc de suivi de démarche de recherche. Donc, il faut pouvoir documenter l'avancement de son projet et consigner notamment son raisonnement. Voilà. Ça ne suffit pas de consigner les différentes étapes qui sont validées, mais il faut savoir aussi consigner son raisonnement et capitaliser sur vos échecs et sur les connaissances créées pour pouvoir créer de la connaissance nouvelle. Donc ça, c'est un point important. Peut-être que les entreprises ont plus, certaines savent très bien le faire, mais d'autres ont plus de mal à mettre en avant. Mais ça reste un point important à la fois pour la gestion de projets innovants en interne, mais aussi pour sécuriser son dossier technique dans le cadre du crédit impôt recherche. Ça peut passer aussi, cette sécurisation, par la prise en photo de différents prototypes et la consignation des résultats de chaque expérience. Ça permet d'apporter cette preuve que voilà, vous êtes passé par différentes étapes et que les résultats sont bien consignés. Il ne faut pas oublier aussi que pour le descriptif technique, il faut respecter un certain formalisme de justification. Et pour ce faire, donc, vous avez des outils qui sont disponibles sur le site du ministère de la Recherche et qui peuvent être utilisés, facilement utilisés pour sécuriser ces dossiers. Donc, à savoir qu'à l'intérieur de ces dossiers, il faut bien respecter l'organisation et la chronologie des paragraphes, l'annualisation des paragraphes et fournir les éléments qui sont demandés, notamment les annexes telles que l'a déjà mentionné Sylvie Robert tout à l'heure dans le cadre de la sous-traitance. Alors, ne pas oublier que pour le descriptif technique, ce qui est important aussi, c'est de vraiment considérer votre démonstration. Donc, là, pensez bien que... Alors, on aime bien chez Myriagon présenter le sujet comme ça, c'est peut-être un peu
un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir, mais voilà, c'est comme si vous êtes accusé d'un meurtre et il faut démontrer que vous n'êtes pas coupable. Donc, vous allez devoir présenter tous les argumentaires et mettre en avant cet argumentaire et ces éléments, les éléments qui vont permettre de prouver que non, vous n'êtes pas le meurtrier et que oui, vous êtes bien innocent. C'est exactement pareil dans le cas du crédit impôt recherche. Il faut démontrer que vous êtes éligible à ces dispositifs et donc il faut apporter les bons arguments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer le raisonnement déjà. Ce qui est important dans le crédit impôt recherche, c'est le raisonnement que vous mettez en avant derrière qui montrera que vous faites de la recherche. Il ne faut pas donc faire un simple copier-coller de votre dossier BPI. Ce sont des dossiers différents avec des enjeux différents derrière. Il ne faut pas insister sur les difficultés logistiques, etc., puisque là, il s'agit de démontrer les difficultés techniques et scientifiques. Et donc, il ne faut pas non plus formuler des critiques non constructives. Les bonnes pratiques, là, vraiment, pour l'argumentaire, c'est présenter un document avec un fil conducteur qui met en avant l'argumentation nécessaire pour démontrer les critères d'éligibilité, et qui soit synthétique, puisque vous pensez bien que le vérificateur ou l'expert du ministère a beaucoup de dossiers à analyser, donc il faut savoir analyser la documentation et la restituer de manière synthétique. Donc ce n'est pas la peine de mettre du surplus de détails, voilà, il faut mettre les éléments les plus intéressants au regard de l'argumentaire. Utiliser un vocabulaire adapté, et respecter surtout le formalisme demandé par le ministère. Voilà, pensez bien que la forme met le fond en valeur. Donc, il faut donner, bien entendu, envie à l'examinateur de lire votre rapport et ne pas lui transmettre un document qui fait 60 pages, illisible et long à lire. Alors, quatrième bonne pratique, il faut aussi maîtriser les dépenses. L'objectif derrière, c'est de savoir structurer en interne et construire les preuves d'éligibilité des dépenses que vous présentez au crédit impôt recherche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un premier temps, déjà, comme le mentionnait Madame Pilin, c'est avoir un suivi des temps qui permette donc de suivre de manière assez précise les projets que vous allez déclarer au crédit impôt recherche, mais jusqu'à un niveau de détail par phase. Voilà, parce que dans un projet, toutes les phases ne sont pas éligibles. Il faut savoir les différencier. Pour ce faire, donc, il faut bien entendu mettre en place une méthodologie de travail et mettre en avant la démarche de recherche que vous menez et pensez bien à homogénéiser les informations saisies pour présenter ces activités. Donc, l'idée derrière, c'est de construire ce suivi des temps de manière à ce qu'il réponde aux attentes vis-à-vis du crédit impôt recherche, mais aussi qui vous permettent qui soit utile à votre activité au quotidien. Donc, ça reste important donc, de pouvoir piloter en temps réel votre R&D, votre innovation, de pouvoir collecter les temps passés. Ça simplifie aussi la remontée, analyser la rentabilité de vos projets. Voilà, c'est vraiment un tout à mettre en place au sein de votre entreprise. Donc, dernière étape, dernière bonne pratique, il faut aussi maîtriser les enjeux et la stratégie de défense de vos dossiers. C'est-à-dire, donc tout à l'heure, on a parlé un petit peu plus des aspects de technique et puis de dépenses. Ici, l'idée, c'est vraiment de piloter son entreprise par la gestion des risques et d'anticiper vraiment ces risques dès le démarrage du dossier crédit impôt recherche et pas attendre au moment où vous déposez votre déclaration pour faire cette gestion des risques. Et donc, ça passe par différents aspects pour anticiper ces risques. Vous pouvez déposer des rescrits, bien entendu, pour demander l'avis de l'administration sur l'éligibilité de vos projets. Ça reste un point important pour sécuriser vos dossiers. Vous pouvez aussi établir une veille réglementaire qui est à effectuer en temps réel, bien entendu, pour ajuster au mieux vos outils. Vous pouvez aussi définir un processus et des outils de mesure des risques. Ça vous permet donc de vous améliorer au quotidien sur cette gestion des risques. Et enfin, voilà, pensez bien à définir une stratégie de défense dès la réalisation de vos dépenses. J'entends par là, au moment de l'année où vous commencez à réaliser des travaux de recherche, pensez que ces travaux potentiellement sont éligibles au CIR et donc il faut bien mettre en place
les éléments de justification, à savoir la collecte des éléments techniques, les comptes rendus, etc., la collecte des éléments financiers aussi, et tous ces éléments-là doivent être construits au fur et à mesure de l'avancement de vos travaux pour pouvoir, à la fin de l'année, analyser ces dépenses de manière sereine avec toutes les informations nécessaires et si ces dépenses sont éligibles, de les déclarer et d'avoir ces documents déjà construits et réalisés en cas de demande plus tard d'information des impôts. Pour ce faire, évidemment, vous pouvez vous faire accompagner par des conseils. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps pour en gagner, donc au quotidien. Sachez que donc, sur toute l'année, il faut collecter donc, les temps, recueillir les éléments techniques, les comptes rendus, les présentations, tout ce que vous avez mené, la consignation des résultats au fur et à mesure des expériences. À la fin de l'année, donc quand vous clôturez, c'est là que vous allez commencer à rattacher les dépenses au périmètre d'éligibilité du CIR. Et 3 mois et demi après la clôture, donc vous pourrez déposer jusqu'à 3 mois et demi après la clôture la déclaration pour le crédit impôt recherche. Donc, à ce moment-là, il faut que tous vos éléments justificatifs, donc que ce soit à la fois sur le côté financier et côté technique, soient prêts en cas de demande de justification et aussi voilà, pour être serein dans le bénéfice qu'on peut retirer, et notamment par rapport à ce que disait Madame Pilin tout à l'heure, pour bénéficier du remboursement anticipé le plus rapidement possible. Voilà, donc, pensez à bien respecter le calendrier fiscal aussi. Il y a des échéances qu'il ne faut pas rater, que ce soit par exemple le dépôt de la déclaration, bien entendu, mais aussi quand vous déposez des rescrits, pensez que c'est bien 6 mois avant le dépôt de la déclaration. Donc, si vous clôturez au 31 décembre, donc il faut la déposer au 31 octobre de l'année en cours. Si c'est une clôture plus tard, il faut calculer 6 mois avant le dépôt de la déclaration pour faire les demandes de rescrits. En conclusion, voilà, pensez, voilà, le CIR, c'est vraiment un dispositif qui fait partie du process global de l'entreprise, voilà, que ce soit au niveau de la gestion de projets innovants, mais aussi ça impacte le processus support et connexe à l'activité innovante, puisque en fait, c'est un processus qui doit s'alimenter et se compléter pour obtenir un juste montant de CIR et de maîtrise des risques au moment de la déclaration, du dépôt de la déclaration. Ça doit se faire au quotidien, en temps réel, en s'appuyant sur des outils, des éléments que vous utilisez, comme le citaient les intervenants précédents, que ce soit les CV, les fiches de poste, les contrats, les factures, etc., que vous pouvez collecter pour justifier les dépenses, mais aussi les documents que vous établissez pour la gestion du projet innovant, que ce soit pour l'état de l'art, pour l'établissement des questions de recherche, etc. Voilà globalement les bonnes pratiques à venir. Merci Nathalie. Là encore, peut-être en résumé, si vous deviez nous conseiller 2-3 pratiques, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre présentation? Quelles sont les 3 bonnes pratiques? Alors, les 3 bonnes pratiques, c'est vraiment d'anticiper, de structurer et de piloter vos dépenses et vos projets au quotidien, en fait, pour sécuriser au mieux vos dossiers et notamment, tout à l'heure on en a parlé, donc que ce soit au niveau de la sélection des projets, de l'éligibilité du personnel, dont a parlé aussi la DGFiP auparavant. Voilà, il faut vraiment anticiper tout ça avant de déposer ces déclarations, le mettre en place et surtout bien le piloter d'année en année pour bien l'alimenter au quotidien. Merci. Nous allons passer à notre dernier intervenant, Philippe Bernat, qui va nous parler de la médiation. Très bien, j'y vais. Merci Ophélie, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler de la médiation. Sur un ton
moins inquiétant hein, que celui du meurtrier qu'on poursuit et de l'innocent qu'on défend. Nous, on va rester dans le cadre d'une relation où on cherche à ce que eh bien, finalement, la qualité du dialogue et le niveau de confiance installé entre les uns et les autres soit le meilleur possible, de façon à faire en sorte que chacun puisse faire son travail dans des bonnes conditions, et l'administration de son côté, que ce soit sur la dimension fiscale ou la dimension expertise, et puis également les entreprises, surtout en ce moment, sur leur registre opérationnel et, je veux dire, économique. Peut-être le slide suivant, Ophélie, s'il te plaît. Voilà, donc je vais aller assez vite puisque j'ai une petite quinzaine de minutes. Je crois qu'on est à peu près dans les temps, donc ça, c'est très bien. La médiation a été créée en 2010. Alors, c'est un petit clin d'œil qui n'est pas forcément celui que j'aurais aimé rappeler, mais après la crise de 2008, bah, là, on se trouve dans une crise qui est tout à fait comparable en termes d'intensité avec celle de 2010. Bon, simplement, celle-là est sanitaire. Elle fait beaucoup plus de dégâts, malheureusement, et à tout point de vue. Quoi qu'il en soit, dans ces périodes de tension, on s'aperçoit qu'il faut s'assurer que la solidarité économique, que la bienveillance, que le dialogue et la confiance sont au meilleur de leur capacité. Et c'est pour ça que nous avons été chargés de veiller à ce que ces relations soient traitées de la meilleure façon possible. Alors d'abord, en mettant en place une médiation interentreprise en 2010, puis une médiation des marchés publics en 2012, puis une médiation portant sur l'innovation que j'ai créée, animée, développée en 2014, et puis bon, globalement aujourd'hui, sous la forme de médiation des entreprises, avec un décret du 14 janvier 2016 qui installe l'ensemble de nos missions. Alors, nous avons deux types d'actions, celle qui consiste à réparer à court terme des situations complexes, alors ou au regard d'un contrat ou au regard d'un dispositif qui ne peut être activé. Et puis nous avons également un rôle de préparation qui consiste à être plutôt proactif et travailler dans la préparation d'un environnement propice à des échanges favorables entre les acteurs. Alors, sur la dimension crédit impôt recherche, par exemple, ce qu'on fait, c'est que par exemple, on fait des réunions régulières avec l'ensemble des associations d'entreprises innovantes qui sont friandes de crédit impôt recherche et crédit impôt innovation, et on fait des réunions régulièrement, essentiellement avec le MESRI, pour pouvoir faire remonter les points des uns, faire de la pédagogie vis-à-vis des autres et inversement. Voilà. Les principes de la médiation, dès lors qu'elles sont enclenchées, qu'elles sont acceptées, c'est la confidentialité, la gratuité et la rapidité. Et les 4 objectifs, je vais les rappeler. Donc, c'est restaurer la confiance, c'est remettre de l'humain dans les relations, c'est inciter les entreprises à assurer leur indépendance stratégique. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel type de médiation, bien évidemment, mais ça a un sens également dans une lecture très, très industrielle des choses. Et puis, renforcer la responsabilité des leaders de filière. Et ça, c'est particulièrement en ce moment, avec la crise que nous connaissons. On avance peut-être, Ophélie, sur le slide suivant. Sachant qu'entre-temps, je peux vous rappeler qu'il y a divers modes de saisine individuelle, collective ou par branche, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, et que pour nous saisir, une seule adresse, www.mediateur-du6d-entreprise.fr, et dès lors, nous aurons un mandat pour agir, mais j'y reviendrai dans un instant. Sur la partie mission innovation qui nous intéresse particulièrement, installée en 2014 à la demande de Fleur Pellerin, 5 priorités nous ont été fixées. Donc, la mise en œuvre de conventions de partenariat entre les différents acteurs publics et privés pour favoriser la commande auprès des PME innovantes, la simplification et l'augmentation des mécanismes de transfert entre la recherche publique et les entreprises innovantes également. Et d'ailleurs, nous y travaillons depuis plus de 2 ans maintenant, entre autres avec France Biotech, sur ces sujets de transfert de technologie pour en améliorer l'exécution. Travailler sur la défense de la propriété intellectuelle et industrielle dans les relations contractuelles. Et puis, améliorer et sécuriser l'accès au financement, que ce soit au travers des BPI, mais au travers d'investisseurs en capital. Hein. Et puis enfin, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est la compréhension et l'utilisation du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation. Gardez en tête qu'en 2014,
nous sommes un petit peu après 2010, qu'il y a eu le changement de règles de calcul du crédit impôt recherche, additionné à la tension qu'il y a eu pendant les années de crise, et qu'il y a malheureusement eu une exagération manifeste de certaines entreprises, peut-être mal conseillées par certains conseils, à user du crédit impôt recherche et sûrement en abuser. Et je reviens sur les slides extrêmement bien clairs qui ont été présentés précédemment. Nous étions souvent dans l'abus d'éligibilité et dans la fraude. Donc, il était indispensable d'améliorer tout ça. Donc, slide suivant, Ophélie, merci. En particulier sur le fait qu'il fallait clarifier les conditions d'obtention, il fallait clarifier le rôle des uns et des autres, et puis rendre encore une fois tous ces process les plus fluides et efficaces possibles. Voilà. Alors, ce que nous avons fait sur cette dimension crédit impôt recherche porte sur 4 points essentiels. C'est le slide suivant. Nous avons travaillé d'abord à mettre en place un référencement des acteurs du conseil en crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Et Ophélie, qui est très discrète, ne l'a pas dit, mais elle fait partie des lauréats de la dernière promotion, et je l'en félicite parce qu'elle a fait en plus un travail tout à fait remarquable. Ce dispositif de référencement s'appuie sur des pratiques que nous avons identifiées entre l'administration, le collège des entreprises innovantes et le collège des conseils en crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Nous avons mis en place un dispositif d'évaluation assez poussé, et je pense que pour le coup, Ophélie pourrait en témoigner, et qui a pour vocation de donner confiance, alors déjà dans le client qui fait de l'innovation vis-à-vis de son conseil, mais également dans les dossiers élaborés pour l'administration, de façon à élever le niveau de confiance entre les différents acteurs. Travailler sur le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, alors non pas dans sa définition, mais dans l'explication de certains points, d'où le travail qu'on fait avec le MESRI sur les guides et sur les remontées d'informations que nous avons régulièrement. Bon, l'accès aux aides publiques, mais ça, c'est pas trop le sujet. Quoique, il y a un sujet sur certaines aides publiques qu'on peut considérer comme étant éligibles ou pas éligibles aux assiettes crédit impôt recherche. C'est un sujet qui est toujours ouvert et sur lequel on pourrait encore discuter. Et puis enfin, le partenariat avec le réseau Curie. Je rappelle au passage quand même que le fait de travailler avec un laboratoire de recherche publique est un indicateur extrêmement apprécié lorsqu'on regarde un dossier de crédit impôt recherche, puisqu'on s'appuie sur des équipes de la recherche publique, et que ça donne un signe sur l'intensité de R&D qui est décrite dans le dossier. On va continuer sur le slide suivant. Donc, sur la partie référencement, j'en ai parlé rapidement, le but étant à la fois d'instaurer un niveau de confiance, mais aussi une plateforme de dialogue entre tous les acteurs de l'écosystème. Ce dispositif repose sur 5 devoirs et 11 engagements. Un devoir qui n'est pas respecté est signe de révocation du référencement. Un engagement qui n'est pas respecté est signe d'une suspension du référencement. Ça s'est déjà produit d'ailleurs au passage. Ce référencement fait suite à une candidature qui est examinée, puis une évaluation, c'est le slide suivant, je pense, Ophélie, pardon, merci, puis un examen, puis régulièrement un suivi donc annuel, et puis tous les ans, on recommence, cette fois-ci en regardant non seulement le dossier tel qu'il a été construit au moment de la demande de renouvellement, mais surtout en regardant tous les progrès réalisés sur les 3 années écoulées. Et ce sont des outils qui ont pour vocation d'harmoniser les pratiques, pas de les standardiser, bien évidemment, et de garantir la déontologie du fonctionnement et la confidentialité des données. Il faut que chacun se sente protégé dans cette démarche d'évaluation. Quand je dis chacun, ce sont bien sûr les cabinets conseils. Le tout étant sous le triptyque confiance, dialogue et simplification. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à rendre les choses parfois un peu trop compliquées, que ce soit dans la relation entre le conseil et son entreprise, ou entre l'entreprise et l'administration, et qu'il faut y faire attention. Alors, je n'ai pas décrit tous les devoirs et tous les engagements, parce que je vous embêterai tout l'après-midi. J'en ai extrait quand même quelques-uns, ceux du 6 au 11, et ça n'a pas du tout été préparé avec Myriagone, mais vous voyez bien que moi, un sujet sur lequel je suis extrêmement sensible,
je ne le suis pas à titre personnel, enfin je le suis à titre personnel bien évidemment, mais ce n'est pas ma lecture qui importe, c'est celle que nous avons bâtie avec l'administration lorsqu'on a travaillé sur ce référentiel, c'est d'être extrêmement sensible sur la partie état de l'art, fraude, plagiat et abus d'éligibilité. État de l'art pour bien millésimer les conditions dans lesquelles on fait un état de l'art. Je le rappelle, c'est fondamental, d'autant plus que dans le guide CIR, tous les ans, nous avons des demandes nouvelles et que lorsqu'on se fait expertiser, il faut pouvoir expliquer à l'expert le moment dans lequel les travaux ont été réalisés. Donc, il faut comme on le fait en propriété intellectuelle et industrielle, il faut cristalliser le moment dans lequel les travaux de R&D ont été faits. Donc, il faut bien le préciser, quels outils on a utilisés, quelle version d'outils, quels mots-clés on a utilisés pour pouvoir démontrer 3 ans, 4 ans plus tard à l'expert les conditions dans lesquelles on a travaillé et l'amener à se positionner dans ce contexte-là et ne pas risquer de prendre des éléments du moment de l'expertise, ramener au moment des travaux, où là, on crée un hiatus et on peut avoir des blocages sur lesquels, ensuite, en médiation, on est obligé d'intervenir. Voilà, donc ça, c'est des points extrêmement importants. Bon, évidemment, informer l'entreprise en cas d'évolution des règles fiscales et de ses conséquences, hein, c'est important. Et puis, ça a été abordé aussi, c'est soutenir l'entreprise en cas de demande d'administration relative aux missions en cours de réalisation ou terminées, c'est-à-dire dès lors qu'il y a des contrôles, des demandes d'information, qu'est-ce qu'il faut produire, comment gérer la relation avec son expert ou avec les personnes de l'équipe fiscale, et puis en cas de pépin, comment effectivement on organise une stratégie de réponse et de défense. Voilà. On va passer au slide suivant, juste pour rappeler que ce dispositif répond à une méthodologie extrêmement précise, documentée, répétable et même auditable s'il le fallait le cas échéant, pour pouvoir effectivement référencer des cabinets, en assurer la publicité et faire le suivi annuel. Nous nous appuyons également sur ce dispositif pour imposer des clauses de médiation entre les entreprises clientes et leurs conseils, mais également qui permet d'expliquer aux entreprises qu'accompagnent les conseils les dispositions en matière de médiation. Ces dispositions en matière de médiation étant finalement assez peu remontées par l'administration elle-même, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des courriers échangés entre le contribuable et l'administration fiscale, jamais n'est fait aucune mention à la médiation, que ce soit la médiation des entreprises que je représente ou même la médiation de Bercy, donc des ministères économiques et financiers qui rentrent également dans le processus de gestion de ces médiations. C'est un peu dommage parce que c'est un mode de gestion de la relation avec l'administration en cas de défense, et je pense que ça devrait être un peu plus communiqué par l'administration. On va avancer, merci. Alors ensuite, très rapidement sur la médiation proprement dite sur le crédit impôt recherche, sachez que si vous avez des difficultés relatives à l'expertise de votre dossier, alors je vais préciser un petit peu de ce que ça veut dire, ou bien des difficultés sur le recouvrement des sommes attendues, vous pouvez saisir la médiation. Donc vous m'appelez, vous passez par le site, enfin Ophélie vous dira comment on fait, il n'y a pas de souci, on va en discuter après bien évidemment, et si votre dossier est éligible, on ouvre une médiation, ce qui nous permet au travers d'un processus qu'on a défini avec l'administration de fonctionner, nous d'instruire déjà l'éligibilité et le bien fondé de la demande, ensuite de l'exposer à l'équipe de médiation de Bercy qui fera le lien avec ou le ministère de la Recherche et de l'Innovation pour rediligenter ou bien une expertise si elle n'a pas eu lieu, ou une contre-expertise si l'expertise est sujette à problème, ou alors éventuellement de nous mettre en relation avec les services fiscaux pour procéder au règlement ou expliquer en tous les cas pourquoi au bout de 7, 8, 9 mois le règlement n'est pas toujours fait alors qu'il n'y a eu aucune demande d'information et pas de raison de ne pas procéder à son versement.
Je fais peut-être un petit commentaire, si vous le permettez. Je dois avoir encore une petite minute ou deux. Sur le constat que je souligne et que je reprends, il a été dit, mais je le reprends, sur les dispositifs qui ont été mis en place en 2020 visant à rembourser dans des délais accélérés les crédits impôt recherche compte tenu de la situation du Covid. Et je dois dire que l'administration, alors ça a été du sport au début parce qu'il a fallu équiper les équipes avec des postes en télétravail. Et vraiment, il y a eu un travail énorme en matière de logistique et de mise à jour des processus pour que les gens puissent travailler. Donc ça a patiné une semaine ou deux, peut-être un peu plus, je ne sais pas, mais ensuite ça a vraiment bien fonctionné. Et là-dessus, je pense qu'il faut vraiment remercier les services fiscaux. Ça n'a pas été assez fait par les entreprises. J'aurais aimé qu'elles prennent la parole là-dessus pour remercier les services fiscaux de la vitesse à laquelle ils ont procédé au règlement des demandes de versement de ces crédits. Ensuite, quand on est sorti du confinement et sur la seconde partie de l'année, on est revenu peut-être à un fonctionnement plus normal, entre guillemets, donc plus de demandes d'informations, parfois des versements qui ne sont pas faits sans explication. C'était un petit peu dommage de ne pas avoir pu poursuivre sur cette lancée de versements accélérés. Cette année encore, la publication a été faite sur cette volonté de pouvoir procéder à des versements accélérés, puisque vous pouvez déposer vos demandes, c'est important, sans avoir pour autant les bilans définitifs. Donc, n'hésitez absolument pas, ça peut vous faire gagner quelques temps, donc il faut y penser. Sur les principales sources de litiges que nous avons traitées en médiation, on fait à peu près une bonne centaine de médiations sur ces 2i par an quand même. Eh bien, ce sont les problématiques liées aux vérifications de comptabilité remettant en cause l'éligibilité totale ou partielle d'un CIR sans qu'il y ait eu d'expertise scientifique. C'est parfois un peu embêtant, je ne doute absolument pas des compétences que peuvent avoir certaines personnes, mais enfin, il y a des cas où il y a des sujets qui méritent d'avoir une expertise vraiment poussée, que ce soit sur du CIR ou du C2I, et sans avoir une expertise, on remet en cause parfois même jusqu'à 100% des dossiers, et ça, j'avoue que c'est assez dur à vivre pour l'entreprise. Donc, on vient donc en médiation. Il n'y a pas de critique sur le fait que ça mérite une médiation. Simplement, on perd 9 mois, 1 an, le temps de mettre en place une contre-expertise, de l'exécuter, de partager ensuite le rapport avec les différentes équipes fiscales et de procéder au règlement du CIR. Donc, c'est parfois un peu problématique, surtout en ce moment où les entreprises ont un vrai besoin de maintien de leur trésorerie. Des conditions d'expertise scientifique inexistantes ou pas satisfaisantes, c'est un petit peu également ce que je viens de dire, et puis les remboursements de crédits d'impôt qui tardent un petit peu, et puis également la reconnaissance du statut JEI. Alors je vois d'ailleurs à ce sujet de plus en plus de demandes qui sont retoquées, et ça c'est ennuyeux parce que si au début il fallait montrer différents projets, pas forcément des projets d'ailleurs complètement exécutés et éligibles au CIR, maintenant la pratique consiste à auditer des projets éligibles au CIR. Alors, c'est intéressant si vous en avez, parce qu'au moins votre projet sera presque encadré comme un rescrit, ça a été dit tout à l'heure, mais vous pouvez très bien être dans un projet qui n'est pas terminé ou avoir une compétence qui relève d'un statut JEI sans pour autant avoir encore de produits sur étagère. Et ça, c'est plus enquiquinant parce que pour montrer que votre projet serait éligible au CIR, eh ben, c'est plus difficile. Donc, attention au risque de blocage qu'il y a entre je suis une jeune entreprise innovante en cours de développement et puis mais je n'ai pas encore de projet complètement exécuté et ça peut poser quelques difficultés. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de points, me semble-t-il. Voilà. Je termine juste en disant que nous avons beaucoup travaillé sur le guide CIR qui tous les ans est mis à jour, qui est complexe, qui se veut un document de clarification, mais finalement, par son contenu qui est complexe, je ne dis pas qu'il est infernal, ce n'est pas ça que je dis, mais il est quand même très dense. Il contient beaucoup d'informations et donc il mérite d'être lu avec beaucoup d'attention. Ça, c'est fondamental. Et tous les ans, le niveau d'exigence augmente. Alors, je n'ai pas de problème sur cette version-là des choses parce qu'on peut imaginer qu'une entreprise a un degré de maturité qui s'améliore d'année en année. Là où c'est plus embêtant, ce sont pour les nouveaux entrants, les startups,
à qui on ne peut pas demander d'avoir d'un coup d'un seul un niveau de maturité comparable à une entreprise qui fait de la R&D depuis 10 ans. Donc là, il y a peut-être juste un sujet d'ajustement à faire, de discussion à faire, de clarification à faire, mais je voulais quand même le signaler. Et je rappelle, parce que c'est un point important, que, et c'est écrit dans le guide en préambule, donc j'y tiens, les expertises qui sont faites doivent absolument être faites en prenant comme base le guide de l'année portant sur les travaux déclarés. Et je m'en tiens là, sinon je vais manger le temps de mes petits camarades. Merci beaucoup, Philippe. Pour clôturer cette intervention, j'aurais peut-être une question. Si je dois retenir, quels sont les critères en fait, à retenir pour savoir quand je peux actionner justement une médiation? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a deux réponses. Selon qu'on soit dans le cadre d'un contrôle fiscal, il faut attendre que déjà les recours hiérarchiques aient été faits le cas échéant. Et en fait, il faut attendre l'avis définitif de l'équipe fiscale qui s'accompagne bien souvent de l'avis de mise en recouvrement. Là, à ce moment-là, on peut enclencher les médiations. Alors, j'insiste, les courriers sur lesquels il serait peut-être bon de présenter la médiation, qui pour l'instant ne le font pas, précisent qu'on peut saisir le comité consultatif ou aller au tribunal administratif. Ce sont deux options. Ce ne sont pas les seules options. La médiation donc peut être activée à ce moment-là. Avant, on ne l'acceptera pas. Rien n'empêche les entreprises de m'en parler pour en discuter s'ils le souhaitent, mais on n'ouvrira pas de médiation, la saisie ne sera pas faite. Ça, c'est clair. Donc, on attend l'avis de mise en recouvrement. Maintenant, si on est sur une demande de remboursement anticipé, mais qui ne fait pas suite à un contrôle fiscal, donc il n'y a pas d'avis de mise en recouvrement, eh bien, au bout d'un certain temps, s'il n'y a pas d'expertise, on ouvrira la médiation si les délais de versement sont trop longs et pas expliqués, ou bien s'il y a une expertise et qui est retenue par l'administration fiscale et donc dont les résultats sont portés à la connaissance de l'entreprise, à ce moment-là, on pourra également ouvrir cette médiation. Faire maintenant la porte-parole de nombreuses questions qui ont été posées. Je vais essayer de les regrouper pour avoir des réponses les plus riches possibles. Je vais commencer par vous, Madame Pilin. On a des questions notamment concernant une question très pratico-pratique pour une TPE cette année en 2021. Est-ce qu'elle peut déposer son CIR 2018? Oui, tout à fait. Mais c'est la dernière année. D'accord. Donc, elle a jusqu'au 31/12/2021 pour déposer le crédit impôt recherche. Alors, il faut savoir que concernant la pratique telle qu'elle est admise par la législation, le CIR 2020 va être déposé en 2021 pour un exercice clos au 31/12. La déclaration sera déposée autour de mai-juin, suivant la date de délai de déclaration d'impôt sur les sociétés. Si l'entreprise dépose au-delà de ce délai, elle rentre dans la phase de la déclaration dite rectificative, c'est-à-dire une phase contentieuse, puisque toute déclaration déposée hors du délai de dépôt des déclarations entre dans la phase contentieuse. Voilà. Donc, effectivement, on a un certain nombre d'entreprises qui vont nous déposer 3 années de CIR simultanément. C'est admis, sauf qu'évidemment, le dossier va faire l'objet d'un examen très attentif dans la mesure où nous, on va pouvoir soupçonner que le dossier n'a pas été fait au fur et à mesure de l'année, comme l'a conseillé tout à l'heure le cabinet Muriel. Donc, à partir de là, il s'agit le plus souvent de dossiers qui sont vraiment reconstitués, et dire dossiers reconstitués, parfois nous nous posons plus de questions. D'accord, merci. Concernant le délai de réponse, notamment et de versement, tout à l'heure, vous parliez de délai en moyenne de 3 mois et vous indiquiez que justement, notamment, il y avait un délai, en tout cas à partir du moment où vous adressez la demande aux entreprises, les entreprises ont 30 jours pour répondre et envoyer leur dossier. Si je suis chef d'entreprise, ça veut dire que je dois en conclure, je dois envoyer à l'avance mon dossier, comme ça je gagne 30 jours? Non. Alors, oui, effectivement, il y aurait cette possibilité, mais attendre la demande, d'ailleurs, c'est précisé sur les questionnaires
qui est mise en ligne sur le site du ministère concernant les entreprises qui souhaitent demander du crédit impôt recherche, questionnaire et puis surtout notice leur décrivant un peu tout le process et toutes les pièces qui doivent accompagner les dossiers. On dit bien que le dépôt des pièces justificatives doit attendre la demande de l'administration. Hein. Parce que dit demande de l'administration, dit dossier parfaitement enregistré dans nos systèmes applicatifs, etc., puisque nous avons d'ores et déjà un travail en amont à faire avant d'exploiter le dossier lui-même. Donc, l'intérêt de l'entreprise, c'est d'attendre la demande de l'administration avant de joindre tout son dossier complet. D'accord, merci. Il y avait une question concernant le degré de précision du suivi des temps. Quelles sont vos recommandations là-dessus quand on doit justifier du temps d'un salarié? Quel est le degré de précision? Alors, est-ce que ce suivi des temps doit être réalisé, on doit affecter, dire simplement le salarié de telle heure à telle heure a fait de la R&D, ou est-ce qu'il doit l'affecter à un projet, est-ce qu'il doit préciser l'action, voilà, quelles sont vos recommandations à ce niveau-là? Alors, le degré de précision, il est lié, il est lié à chaque entreprise. Hein, puisque chaque entreprise est particulière, manifestement nous montre un mode de fonctionnement, dispose ou pas d'un département recherche, par exemple. Donc ça, une entreprise qui dispose d'un département recherche, nous savons que les salariés qui vont être affectés dans ce service vont faire pratiquement que de la recherche. Donc forcément, le suivi des temps va être beaucoup moins rigoureux qu'une entreprise qui est vraiment, qui n'a pas pour seule activité, entre guillemets, la recherche, qui, dans la partie recherche, constitue une infime partie de son activité. Là, effectivement, nous allons être plus exigeants au niveau du détail, de la précision demandée. Donc, la précision, ça va être effectivement sur quel projet a été affecté le salarié, combien de temps, hein, puisque vous savez que les durées forfaitaires ne sont pas admises, hein, il est hors de question. Et puis après, des questions qui vont se poser pour les salariés, soit qui présentent un temps de recherche très infime, hein, on nous met des salariés qui vont faire sur l'année 1% de recherche. 1% du temps est consacré à la recherche. Alors là, on demande plus d'explications parce que parfois, on nous met 2-3 heures. Alors, on est quand même sur des process de recherche. Nous savons tous qu'il faut des qualifications. Il faut quand même s'investir pour faire de la recherche. Donc, là, il faut vraiment que l'entreprise puisse justifier. Hein. Ou alors des salariés qui font de la recherche à 100%. Ça aussi, normalement, ça ne doit pas être admis, puisque même un salarié qui est embauché comme chercheur va faire autre chose que de la recherche. Nous le savons tous. Il va se former. Ça, ce n'est pas de la recherche. Il va peut-être recruter des collaborateurs, ce n'est pas de la recherche. Il va se déplacer pour aller à des congrès, ce n'est pas de la recherche, même si sa présence au congrès l'est, mais le temps qu'il se déplace, ce n'est pas de la recherche, etc. Donc voilà, ça c'est des critères d'alerte qui nous font dire qu'il y a peut-être un petit peu d'abus dans le montant qui sont inscrits par les entreprises sur leur déclaration. Merci. Et une dernière… Oui, oui, je voudrais prendre la parole. Pardon. Bien sûr. Sur le problème de temps, c'est un vrai sujet, effectivement, parce qu'il y a derrière une notion de granularité de chaque opération qu'on suit avec une imputation précise et à quel moment on fait cette imputation. Et derrière, il y a également une notion d'intensité et d'efficacité pour laquelle certains experts commencent à porter un avis critique. Alors, je dis que je n'ai pas de souci avec ça, si c'est clarifié, si c'est expliqué, mais entendre des entreprises se dire par des experts, mais dites donc ça, vous l'avez fait en 6 mois, je l'aurais fait en 3, c'est quand même pour certains un petit peu dur à entendre, et il serait bon qu'on y travaille tous ensemble pour clarifier ce point-là. Une autre chose que je voudrais dire, et qui est malheureusement un point d'actualité, ce sont les entreprises qui hébergeaient leurs données chez OVH. Et si par malheur, elles avaient l'ensemble de leurs données hébergées chez OVH et que les serveurs n'aient pas pu être remis en situation, un moment où il faudra fournir les données relatives au suivi des temps, s'il n'est pas possible de les restituer, puisque je vous rappelle que les serveurs et les baies d'archivage et de sauvegarde ont disparu pour certaines entièrement, il faudra peut-être intégrer ça, et je recommande aux entreprises de faire tout de suite une espèce de déclaration, si c'est le cas,
de façon à rappeler succinctement et leur mode de gestion des suivis des temps des projets et le fait qu'elles avaient ces données, mais qui ont malheureusement disparu avec l'incendie d'OVH, de façon à ne pas être prises en défaut si elles ne pouvaient pas produire ces éléments dans 2 ans ou dans 3 ans lors d'une expertise. C'est une alerte importante parce que beaucoup de petites structures sont passées par effectivement les services d'un tiers hébergeur. Voilà. Je voulais préciser ces points-là. Merci. Merci. On va passer sur une dernière question pour Caroline, qui va être suite justement à ce que nous disait tout à l'heure Sylvie. À partir de quand on ne pourra plus doubler le montant des factures de sous-traitance publique dans le crédit impôt recherche? À partir de quelle date on ne pourra plus prendre le doublement du montant de la facture de sous-traitance pour les organismes publics de recherche? Donc, a priori, au vu de la législation, la date à retenir, c'est le 1er janvier 2022. Donc, à partir du 1er janvier 2022, toute dépense relative à la sous-traitance publique ne pourra plus être prise en compte. Par contre, je rebondis sur… x2, tout à fait. Oui, oui. Et d'autant plus que, effectivement, comme l'a bien souligné M. Bernard, la sous-traitance publique, c'est un critère fort pour nous pour reconnaître qu'un dossier, effectivement, réalise de la recherche. Et donc, c'est un des critères majeurs qui nous fait dire que l'entreprise réalise bien des travaux de R&D. Donc, d'où l'importance de pouvoir contractualiser avec les entreprises du public, quel que soit l'organisme, université, CNRS, etc. Merci. On a des petites questions pour Sylvie. Sylvie Robert, concernant le rescrit, est-ce que le rescrit, je peux le poser au moment du lancement de mon projet R&D quand je suis une start-up, ou plutôt je dois attendre justement la fin de l'année quand le projet est bien avancé? Et puis, donc ça, c'est si je suis une start-up. Et puis, si par contre, je suis une entreprise, j'ai déjà déposé, je fais déjà du CIR, est-ce que je peux aussi déposer des rescrits? Alors, concernant les startups, oui, tout est possible. En fait, on a des cas de startups qui sont vraiment, qui viennent juste d'être créés et qui déposent des rescrits. Bon, des fois, ça pose un peu de problème à l'expert qui a l'impression en fait que c'est plus des dossiers ANR que des projets classiques, mais normalement, ça ne pose pas de problème, il le fait quand même, et c'est pas du tout, c'est pas ça qui l'empêche de valider comme étant de la recherche ce type de projet. Il ne faut pas avoir d'inquiétude. Concernant les entreprises qui existent déjà, qui bénéficient déjà du crédit impôt recherche, est-ce qu'elles peuvent déposer des rescrits de CIR? Oui, bien sûr. Si elles ont envie de valider en fait des travaux qu'elles ont l'intention de faire ou qu'elles commencent à faire, pour être sûr en fait que ça va bien rentrer dans le cadre d'opérations de recherche et développement, oui, bien sûr, elles le peuvent. En fait, c'est une façon de valider, de sanctuariser en quelque sorte que ce qu'elles font correspond bien à ce qui est éligible, oui. Et on a une question aussi concernant l'éligibilité. Quel est le point de départ, selon vous, de l'analyse de l'éligibilité d'un projet R&D? Vous avez 4 heures. Est-ce que justement, c'est quel est le point de départ? C'est peut-être quelques conseils, je pense, autour de l'état de l'art et l'établissement de l'état de l'art pour démontrer la nouveauté et la nouveauté. Oui. Justement, oui, en fait, ce qui mettre en fait évidence ces incertitudes, peut-être. Voilà, ce qui fait foi, en fait, ce qui est vraiment, ce qui justifie en fait que doivent être, que sont nécessaires en fait pour une entreprise d'entreprendre des travaux de recherche et développement, c'est vraiment de mettre en évidence qu'il y a des verrous scientifiques et techniques. Et pour ça, en fait, pour pouvoir mettre en évidence ces verrous, la seule possibilité, c'est de faire un état de l'art. Parce que vous pouvez très bien avoir, bon, évidemment, dans un domaine qui est proche de vos compétences, vous dites, bon, bah, non, ça n'a jamais été fait, mais peut-être qu'en fait, en vraiment analysant l'état de l'art, en cherchant un peu dans des
dans des voies qui sont un peu connexes, on va trouver quelque chose qui va permettre de lever ce verrou technologique. Donc ça, les deux sont vraiment importants en fait. Donc la démonstration du verrou technologique et du coup l'état de l'art qui va en référence et qui montre qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de faire de la recherche pour lever ce verrou. Merci. Et on a encore une petite question autour de l'éligibilité. Justement, tout à l'heure, on a parlé de prototypes. Le CIR, et donc là, je pose à vous et à Madame Pilin également. Le CIR, quand je développe un prototype, je peux en bénéficier au moment du développement du prototype ou je dois attendre la fin du développement et donc attendre le produit final et fini et sa commercialisation pour demander le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation. Si prototype il n'y a pas forcément commercialisation. Donc la question, c'est est-ce que je peux bénéficier du crédit impôt recherche ou est-ce que je dois attendre d'avoir commercialisé mon produit pour le demander? Ah non. Bien sûr qu'on peut demander du crédit d'impôt recherche bien avant. C'est bien d'ailleurs tout l'intérêt, c'est de pouvoir avoir récupéré de la trésorerie alors même qu'on n'a pas commencé à vendre. Hein. C'est bien tout l'intérêt du crédit d'impôt recherche. Donc on n'est pas obligé d'attendre. Ah oui, absolument. Et même attendre pourrait avoir un effet contraire. Oui, tout à fait. Ça pose parfois des soucis lorsqu'on veut faire alors des travaux de R&D. Juste peut-être, je profite, puisqu'on est dans des questions relatives au temps de déclaration et d'espérance de recouvrement des sommes. Je rappelle qu'il y a un dispositif, il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier qui fonctionne bien, qui est celui de l'avance des travaux de crédit impôt recherche que propose Neftis. Qui fait finalement, entre guillemets, de l'affacturage de crédit impôt recherche, qui fait une évaluation de votre dossier et vous verse 90% du montant du CIR que vous pensez pouvoir un jour justifier dans les 15 jours qui suivent. Donc, ça permet, alors ensuite, la créance est discutée avec l'administration fiscale, puisque c'est eux qui sont porteurs de la créance. Je ne rentre pas trop dans le détail. Enfin, sachez-le, Neftis, N-E-F-T-Y-S, pour ceux qui ont vraiment besoin de cash pour le développement de leur activité, ils peuvent non seulement faire valoir leurs travaux déclarés, mais également la créance en germe de l'année en cours. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ça peut être une réponse très, très opérationnelle. Et Philippe, il y avait plusieurs questions. Du coup, elles vont s'adresser à vous parce que nous, on ne va pas y répondre. C'est comment on choisit un bon prestataire pour être accompagné autour du crédit impôt recherche? Bon, déjà, moi, je recommande de regarder la liste des cabinets référencés. Je réponds à une question. Non, elle n'est pas à jour. Non, elle n'est pas à jour parce que j'imagine que tu as dû regarder au Facebook encore Myriagone. On est dessus, tu as reçu ton logo, ton numéro, etc. Mais le temps que les sites du ministère soient mis à jour, il y a un petit degré de latence. Alors après, je pense qu'il faut regarder quand même plusieurs choses. La proximité territoriale, moi, ça me paraît important quand même, parce qu'il faut pouvoir se voir rapidement. Ça, c'est un point. La connivence scientifique, avoir quelqu'un dont le parcours correspond à l'activité que vous menez, c'est important. N'hésitez pas à demander des références. Le track record, pour le dire en bon français, du cabinet auprès de vos camarades entrepreneurs, parlez avec eux, ils vont vous le dire. Voilà, et puis n'hésitez pas à poser des questions sur combien vous faites de dossiers, combien vous avez de redressement, quel est votre taux de rectification. Sachez que ce sont des choses que nous demandons, nous, aux entreprises référencées. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le demander dans une discussion commerciale. Est-ce que est-ce que les dossiers de vos clients sont souvent font l'objet d'un contrôle régulier? Oui. Est-ce que vous avez un taux de redressement élevé? S'il est élevé, posez-vous des questions. S'il y a des contrôles fréquents mais zéro taux de redressement, c'est que le cabinet fait bien son travail, vous voyez. Donc après, je ne sais pas. Après, il n'y a pas de. Sachez également, quand même, je le rappelle, que dans le cadre du référencement, le montant des rémunérations des cabinets est capé. C'est-à-dire, on considère que dès lors qu'on passe 15% de rémunération, on est dans le déraisonnable. C'est important, ça aussi. Bon, moyennant le fait que sur des tout petits dossiers, les 15%, peut-être qu'on va les dépasser, mais c'est lié à la taille du dossier. Mais sur les dossiers de taille moyenne, ce n'est pas normal d'imaginer des rémunérations dépassant les 15%, loin s'en faut. Voilà, et puis sachez aussi, mais ça a été dit, je crois, que selon certains critères, il faut défalquer ces montants de ces prestations de ces cabinets de l'assiette de déclaration du crédit impôt recherche.
Et une dernière question, du coup, qui va être pour Nathalie. Et donc, du coup, ça va être justement quand on a une facture, est-ce qu'on peut prendre en compte dans son CIR les factures de son prestataire qui nous accompagne comme une dépense éligible au niveau du CIR? Alors non, la facture du crédit impôt recherche n'est pas éligible, l'accompagnement du prestataire n'est pas éligible dans l'assiette du CIR, effectivement, parce qu'il ne s'agit pas de travaux de recherche menés par le prestataire, mais plus de l'accompagnement sur la stratégie et sur le dépôt des déclarations. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup. Toutes les questions ont été normalement posées. On va remercier tous nos intervenants. Merci Philippe, merci Sylvie, merci Bernadette et merci Caroline et merci Nathalie. Et merci à vous tous et bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.